En l'an 1380 après Jésus-Christ, la Perse était un territoire morcelé, déchiré par des décennies de guerres civiles et d'invasions. L'ancien empire mongol, jadis puissant, s'était effondré en khanats rivaux, laissant un vide de pouvoir qui s'étendait comme une plaie le long des anciennes routes de la soie. Des villes qui avaient été jadis des joyaux de la civilisation islamique tremblaient désormais sous le poids de tyrans locaux et de seigneurs de la guerre, s'affrontant pour chaque parcelle de terre avec la férocité de chacals disputant une carcasse. Ce contexte offrait le terrain idéal pour l'émergence d'une force venue de l'Est, portant avec elle une tempête de fer et de sang qui redéfinirait le destin de millions d'êtres humains. Sur les steppes glacées de Transoxiane, région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Ouzbékistan, grandissait un homme dont le nom résonnerait à travers les siècles comme synonyme d'effroi et de grandeur. Timur ibn Taragay Barlas, connu dans le monde entier sous le nom de Tamerlan, n'était pas né dans des palais dorés, ni n'avait hérité de trône d'ivoire. Son origine était modeste, fils d'un petit chef tribal qui gardait des troupeaux dans les plaines infinies d'Asie centrale. Ce qui le distinguait n'était ni titre de noblesse, ni lignée prestigieuse, mais une combinaison redoutable de génie militaire et de cruauté calculée, capable de faire frémir même les commandants mongols les plus expérimentés. Le jeune Timur portait des blessures physiques qui l'accompagneraient toute sa vie. Une lésion à la jambe droite, conséquence de combats durant sa jeunesse, lui donnait une claudication visible, lui valant ainsi le surnom de Tamerlan, signifiant Timur le boiteux. Mais cette apparente faiblesse cachait une intelligence stratégique hors du commun et une détermination frisant l'obsession. Alors que d'autres hommes de sa condition se seraient contentés de diriger de petits territoires tribaux, Tamerlan nourrissait des ambitions dépassant toutes les limites géographiques ou politiques de son époque. Il avait grandi en écoutant les légendes de Gengis Khan, l'unificateur des Mongols, qui 2 siècles plus tôt avait conquis le plus vaste empire terrestre de l'histoire. Pendant les nuits froides de la steppe, autour de feux crépitant sous des cieux sans fin, les anciens racontaient comment les cavaliers mongols avaient balayé des villes entières de la carte, construisant des pyramides de crânes et des fleuves de sang, lors de leur marche implacable vers l'Occident. Pour Tamerlan, ces récits n'étaient pas de simples contes, mais un modèle à suivre, voire à surpasser. La Perse du XIVe siècle offrait l'opportunité parfaite à ses ambitions. Divisée entre dynasties rivales, ravagée par des conflits sectaires entre sunnites et chiites et affaiblie par des invasions répétées, l'ancienne terre de Cyrus et de Darius ressemblait à un fruit mûr attendant d'être cueilli. Les dirigeants locaux, absorbés par leurs querelles mesquines et leurs intrigues de palais, percevaient à peine la tempête qui se formait au-delà des montagnes du Hindu-Kush. Tamerlan n'était pas seulement un conquérant guidé par la convoitise ou la soif de pouvoir. Il se voyait comme le restaurateur légitime de la gloire mongole, l'héritier spirituel de Gengis Khan, destiné à réunifier les territoires fragmentés sous une même bannière. Sa vision allait au-delà de la simple conquête militaire. Il rêvait d'un empire s'étendant de la Méditerranée à l'océan Pacifique. Une civilisation mêlant la discipline militaire mongole, la sophistication culturelle perse et la sagesse islamique. Pour concrétiser ce rêve grandiose, Tamerlan savait qu'il lui faudrait plus que du courage et du talent militaire. Il devait inspirer la terreur absolue à ses ennemis et garantir la loyauté inébranlable de ses partisans. Il entreprit donc de forger non seulement une armée, mais une machine de guerre psychologique, utilisant la terreur comme arme aussi efficace que les épées et les lances de ses cavaliers. Chaque ville conquise deviendrait un exemple pour les suivantes, chaque massacre un message transmis par les routes commerciales et les marchés, propageant sa réputation comme une maladie infectant les rêves des rois et des sultans. L'armée que Tamerlan construisit était une synthèse parfaite entre la mobilité traditionnelle des nomades mongols et la discipline organisationnelle qu'il avait étudiée en analysant les succès et échecs d'empires passés. Ces soldats n'étaient pas de simples guerriers, mais des instruments précis d'une volonté unique,
entraîné non seulement à remporter des victoires, mais à terroriser des populations entières par des actes de brutalité à la fois calculés et efficaces. En l'an 1386 après Jésus-Christ, alors que les premières neiges de l'hiver commençaient à fondre sur les montagnes séparant la Transoxiane de la Perse, Tamerlane décida enfin qu'il était temps de transformer ses rêves de conquête en une réalité sanglante. L'armée qu'il avait préparée pendant des années était une force redoutable, alliant la vitesse mortelle de la cavalerie mongole traditionnelle à des innovations tactiques reflétant son génie militaire. Ce n'était pas une horde de pillards nomades, mais une machine de guerre disciplinée et organisée, capable tant de destruction totale que de précision chirurgicale selon les besoins. La marche initiale à travers les cols montagneux fut un spectacle effrayant de puissance militaire en mouvement. Des milliers de cavaliers avançaient en formation parfaite, leurs armures scintillant sous le soleil levant, leurs bannières flottant dans le vent glacial descendant des sommets enneigés. Mais cette invasion ne suivait pas le modèle classique de grande bataille ou de siège prolongé. Tamerlane avait élaboré une stratégie bien plus sophistiquée et psychologiquement dévastatrice. Une campagne utilisant la terreur comme levier. Chaque victoire rendant la suivante plus facile. Sa tactique était à la fois simple et brillante. Avant d'attaquer une ville ou une forteresse, Tamerlane envoyait des émissaires porteurs d'une proposition à la fois offerte et menaçante. Les défenseurs avaient deux choix clairs: se rendre immédiatement et accepter son autorité, préservant ainsi leur vie et leurs biens, ou résister et affronter des conséquences plus terribles que l'esprit humain pouvait imaginer. Pas de compromis, pas de négociation, aucune troisième option. C'était un choix entre survie et anéantissement total. La première ville perse d'importance à affronter ce dilemme fut Rey, une métropole commerciale prospère située sur les routes reliant l'Est à l'Ouest. Lorsque les émissaires de Tamerlane arrivèrent à ses portes, les dirigeants locaux se moquèrent d'abord de l'audace de ce conquérant inconnu, osant exiger leur soumission. Après tout, Rey avait résisté à de nombreux sièges au fil des siècles, et ses murailles étaient considérées imprenables selon les standards militaires de l'époque. La réponse vint sous forme de flèches transperçant les émissaires de Tamerlane avant même qu'ils n'aient quitté la ville. Ce fut une provocation délibérée, un acte de défi scellant irrévocablement le destin de Rey. Lorsque la nouvelle parvint au camp mongol, Tamerlane l'accueillit avec un calme que ses généraux avaient appris à reconnaître comme encore plus menaçant qu'une explosion de colère. Il ordonna simplement à ses hommes de se préparer à montrer exactement ce qui arrivait à ceux qui rejetaient sa clémence. Le siège de Rey fut une démonstration d'efficacité brutale. Tamerlane n'avait aucune patience pour des sièges interminables qui auraient épuisé ses ressources et le moral de ses troupes. Au contraire, il exerça une pression maximale dès le premier jour, utilisant des catapultes et des balistes pour bombarder les murailles, tandis que ses troupes d'élite escaladaient des défenses sous une pluie de flèches. Mais l'aspect le plus terrifiant de l'assaut ne fut pas sa violence militaire, mais la froideur méthodique avec laquelle il fut mené. Pas de cris de guerre sauvage, ni de fureur incontrôlée. Les soldats de Tamerlane combattaient avec la précision mécanique d'exécuteurs professionnels. Lorsque les murailles cédèrent enfin après 3 jours d'assaut incessant, ce qui suivit ne fut pas une bataille conventionnelle, mais un massacre méticuleusement organisé. Tamerlane avait donné des ordres précis sur la manière dont la conquête devait se dérouler. Les soldats, fonctionnaires et toute personne ayant participé à la décision de résister furent exécutés sur le champ. Les artisans et marchands utiles furent séparés pour une possible déportation. Femmes et enfants furent distribués parmi les troupes comme butin de guerre. Mais surtout, les exécutions furent menées de façon à maximiser leur impact psychologique sur les villes qui n'avaient pas encore dû choisir entre soumission et résistance. La rapidité de la conquête de Rey envoya des ondes de choc à travers toute la Perse. Les marchands ayant assisté au carnage rapportèrent des récits détaillés à d'autres villes, décrivant non seulement la violence des attaques, mais la froideur calculée de leur exécution.
Ces récits se répandirent plus vite que les armées de Tamerlan elles-mêmes, créant un climat de peur, préparant le terrain pour ses prochaines victoires. Des cités entières commencèrent à débattre fébrilement entre résistance et reddition, la balance penchant de plus en plus vers la capitulation. Ispahan était connu comme le joyau de la Perse, une ville où l'architecture islamique atteignait des sommets sublimes, où poètes, philosophes et artisans produisaient des œuvres rivalisant avec celles de Bagdad ou de Cordoue. Ces mosquées aux coupoles bleues reflétaient le ciel infini du plateau iranien, tandis que ces bazars grouillaient de marchandises venant de Chine jusqu'aux côtes méditerranéennes. Lorsque les émissaires de Tamerlan arrivèrent à ses portes à l'automne de l'an 1387 après Jésus-Christ, les dirigeants de la ville furent confrontés au même choix cruel qu'avaient connu tant d'autres cités perses. Contrairement aux défenseurs de Rey, les dirigeants d'Ispahan étaient des hommes pragmatiques, ayant entendu les récits terrifiants du sort réservé à ceux qui avaient osé défier le conquérant mongol. Après plusieurs jours de débats houleux au sein du conseil municipal, la décision fut prise. Ispahan se rendrait sans combattre. Les portes furent ouvertes, les clés de la ville remises officiellement aux représentants de Tamerlan, et un détachement de 1000 soldats mongols traversa les rues dans une démonstration de force, à la fois célébration de la victoire et rappel sinistre du pouvoir désormais maître de leur destin. Au départ, l'occupation d'Ispahan semblait confirmer la sagesse de cette reddition. Tamerlan tint parole, permettant à la vie quotidienne de continuer relativement inchangée. Les marchés restèrent ouverts, les mosquées fonctionnèrent normalement, et seule une taxe de tribut fut imposée à la population. Le détachement mongol s'installa dans la citadelle principale, assurant une présence visible mais non oppressive. Pendant plusieurs semaines, Ispahan semblait avoir fait le bon choix, échappant ainsi au destin terrible de celles qui avaient résisté. Mais sous cette apparence de normalité, un profond ressentiment grandissait chaque jour. La présence des conquérants mongols, aussi disciplinés fussent-ils, rappelait constamment l'humiliation nationale. Les jeunes nobles élevés dans les récits de la grandeur perse se sentaient avilis de devoir s'incliner devant des étrangers. Les religieux islamiques prononçaient des sermons de plus en plus enflammés, appelant à chasser les infidèles de leurs terres sacrées. Les marchands se plaignaient amèrement des nouveaux impôts réduisant leurs profits. La conspiration qui allait exploser en révolte ouverte prit naissance dans les cercles les plus élevés de la société isfahanienne. De nobles Perses, des chefs religieux influents et de riches commerçants se réunissaient secrètement dans des demeures privées et des mosquées isolées, planifiant méticuleusement comment libérer leur ville du joug mongol. Le plan finalisé était audacieux par sa simplicité. Durant les célébrations de fin du Ramadan, lorsque les soldats mongols seraient relâchés, voire ivres de festivité, les conspirateurs attaqueraient simultanément la citadelle et d'autres points stratégiques. La révolte éclata peu après le coucher du soleil, lors d'une nuit apparemment paisible. Des groupes d'hommes armés surgirent des ombres des mosquées et palais, convergeant vers les quartiers mongols, leurs cris de « Allah Akbar » résonnant dans les ruelles étroites. Les soldats de Tamerlan, pris totalement au dépourvu, se battirent désespérément, mais étaient numériquement inférieurs, sans contraint. Quelques-uns parvinrent à fuir par les portes de la ville dans l'obscurité, mais la grande majorité fut massacrée sur place. À l'aube, il ne restait pas un seul soldat mongol vivant derrière les murs d'Ispahan. La nouvelle de la trahison parvint à Tamerlan alors qu'il campait à 2 jours de marche, planifiant la conquête de la prochaine ville de sa liste. Le messager, terrifié, peinait à articuler des mots cohérents, sachant qu'il portait une nouvelle qui mettrait le conquérant en rage au-delà de toute mesure. Mais lorsque Tamerlan entendit le récit complet du massacre de ses hommes, sa réaction initiale surprit tous les présents. Plutôt que d'exploser de fureur, il resta en silence absolu plusieurs minutes, les yeux fixés vers l'horizon en direction d'Ispahan. Quand il parla enfin, sa voix était basse et maîtrisée, mais empreinte d'une promesse de vengeance faisant frémir même ses généraux les plus expérimentés. Ispahan avait violé les termes de la reddition et assassiné ses hommes sous le masque de la trahison.
Par conséquent, Ispahan ne serait plus une ville. Point de négociation, point de clémence, point de seconde chance. La cité serait effacée de la surface de la terre. Exemple pour toutes celles qui pourraient envisager un acte similaire de défi. Le siège d'Ispahan débuta avec l'arrivée de l'hiver de l'an 1387 après Jésus-Christ, lorsque Tamerlan positionna son armée autour de la cité rebelle comme un serpent géant s'enroulant autour de sa proie. Cette fois, point d'offre de reddition, point d'émissaire diplomatique, point de clémence possible. Les défenseurs savaient avoir scellé leur destin en répandant le sang mongol et allaient maintenant subir toute la fureur que Tamerlan pouvait rassembler. Ce siège fut différent de tout ce que la région avait connu. Tamerlan n'était pas pressé. Il voulait que la chute d'Ispahan soit si spectaculaire et terrifiante que son exemple résonnerait à travers les siècles. Il ne construisit pas seulement un encerclement militaire, mais un théâtre de terreur psychologique destiné à briser la volonté des défenseurs bien avant que leurs murs ne cèdent. Des catapultes bombardaient la ville sans relâche, non seulement avec des pierres, mais aussi avec les corps mutilés de fugitifs capturés tentant de s'échapper. Des trompettes mongoles retentissaient la nuit, privant les assiégés de sommeil, tandis que d'immenses feux illuminaient le périmètre, rappelant sans cesse qu'ils étaient totalement encerclés. À l'intérieur de la ville, la terreur grandissait chaque jour. Les réserves de nourriture diminuaient rapidement car le siège avait commencé alors que la cité aurait dû se préparer à l'hiver. Des enfants pleuraient de faim dans les mosquées transformées en abris, tandis que les hommes valides montaient une garde désespérée sur les murailles, sachant que chaque jour de survie ne faisait que retarder l'inévitable. Les leaders de la révolte commencèrent à s'accuser mutuellement de la catastrophe qu'ils avaient provoquée. Lorsque les murailles cédèrent enfin après 2 mois de siège impitoyable, ce qui suivit ne fut pas une conquête militaire classique, mais un holocauste minutieusement orchestré. Tamerlan avait donné des ordres précis à ses soldats sur le sort de la ville, ordres ne laissant aucune place à l'interprétation ou à la pitié. Tout homme apte à porter les armes devait être exécuté immédiatement. Femmes et enfants pourraient être réduits en esclavage, mais seulement après avoir assisté à la destruction totale de tout ce qu'ils connaissaient. La ville elle-même devait être systématiquement rasée, pierre après pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste que des ruines fumantes. Les exécutions de masse commencèrent aussitôt après la chute des murailles et durèrent 3 jours et 3 nuits. Des groupes de prisonniers étaient amenés sur les places publiques, contraints de creuser leur propre tombe, avant d'être décapités par des bourreaux spécialisés que Tamerlan gardait spécialement à cet effet. Les têtes tranchées n'étaient pas jetées, mais soigneusement collectées et transportées vers un lieu précis en dehors des murs, où elles attendaient le projet le plus sinistre de Tamerlan. L'idée de la tour de crâne n'était pas un caprice soudain de cruauté, mais une décision calculée visant à créer un monument de terreur visible à des kilomètres et destiné à servir d'avertissement pendant des décennies. Tamerlan avait étudié les tactiques psychologiques des Assyriens qui construisaient des pyramides de têtes coupées pour décourager les rébellions, mais il voulait aller plus loin. La tour qu'il imaginait serait une œuvre d'architecture macabre combinant efficacité structurelle et impact psychologique maximal. La construction fut supervisée par les propres architectes de Tamerlan, habituellement chargés de palais et de mosquées, mais appliquant désormais leurs compétences à un but bien plus sombre. Les 70 000 têtes collectées furent soigneusement assemblées et cimentées avec un mélange d'argile et de chaux assurant la pérennité de la structure. La tour s'élevait en spirale, chaque niveau étant légèrement plus petit que le précédent, formant un cône maximisant la visibilité et symbolisant la hiérarchie du terrifiant ordre établi par Tamerlan. Lorsqu'elle fut achevée, la tour dépassait 20 mètres de haut, dominant le paysage désolé où Ispahan avait jadis prospéré. Les voyageurs empruntant l'ancienne route commerciale découvraient cette vision terrifiante bien avant d'atteindre les ruines. Le message était clair, telle était la conséquence de défier Tamerlan, et quiconque songeait à résister devait réfléchir aux prix effroyables à payer.
La nouvelle de la destruction totale d'Ispahan et de la construction de cette tour macabre se répandit en Perse comme un vent de désert, porté par des marchands effrayés, des pèlerins paniqués et des réfugiés ayant vu le carnage de leurs yeux. Dans chaque ville, village ou oasis le long des routes, les gens se rassemblaient aux marchés et mosquées pour écouter les récits terrifiants de ceux qui avaient vu les restes de la magnifique Ispahan. Les descriptions de la tour de 70 000 crânes devenaient de plus en plus effrayantes à chaque répétition, dépassant la réalité déjà épouvantable par la peur collective. L'impact psychologique de cette campagne de terreur fut exactement celui que Tamerlan avait prévu. Une à une, les cités perses commencèrent à envoyer des émissaires à son camp, offrant une reddition inconditionnelle avant même que ses armées n'apparaissent à l'horizon. Hamadan, Qazvin, Tabriz, chacune de ces anciennes métropoles ayant résisté à des conquérants pendant des siècles, rivalisaient désormais pour montrer leur soumission aux conquérants mongols. Les portes s'ouvraient sans résistance, les clés étaient remises avec des révérences profondes et d'énormes tributs étaient offerts comme preuve de loyauté absolue. Tamerlan acceptait ces soumissions avec la même froideur calculée qu'il avait montrée en vengeant Ispahan. Pour les villes s'étant soumises volontairement, il tenait parole strictement, leur permettant de fonctionner sous supervision mongole tout en payant des tributs substantiels mais supportables. Cette cohérence n'était pas motivée par la générosité, mais par une compréhension profonde de la construction et du maintien d'un empire. Chaque ville épargnée devenait un témoin vivant de la sagesse de la soumission, tandis que les ruines d'Ispahan restaient un rappel éternel du prix de la résistance. La consolidation du pouvoir mongol sur la Perse n'était pas seulement une affaire de conquête militaire, mais une réorganisation administrative complète. Tamerlan avait appris des erreurs des précédents conquérants mongols, souvent satisfait de prélever des tribus sans instaurer de gouvernance durable. Il mit en place une bureaucratie hybride combinant l'efficacité administrative perse et la discipline militaire mongole, créant une machine gouvernementale fonctionnant efficacement même en son absence. Des gouverneurs mongols furent installés dans toutes les grandes villes, mais ils travaillaient en partenariat avec des administrateurs locaux connaissant les subtilités de la culture et de l'économie perse. Ce système dual permit à Tamerlan de garder un contrôle politique absolu tout en exploitant l'expertise locale pour maximiser la productivité économique de ces nouveaux territoires. Les impôts étaient collectés avec une rigueur implacable, mais réinvestis dans des projets d'infrastructure profitant autant aux vainqueurs qu'aux vaincus. Les anciennes routes commerciales, fragmentées par des décennies de guerre civile, furent réunifiées sous protection mongole, permettant aux marchands de voyager du détroit de Caspian au golfe Persique sans craindre bandits ou taxes contradictoires. Cette revitalisation du commerce généra une richesse substantielle, alimentant à la fois les coffres de Tamerlan et les économies locales, créant un soutien pragmatique parmi les classes marchandes qui privilégiaient la stabilité à l'indépendance politique. Toute résistance armée organisée devint pratiquement impossible après l'exemple d'Ispahan. De petits groupes de guérilleros attaquaient parfois des patrouilles ou des caravanes, mais ces actions étaient rapidement réprimées par des représailles suivant le modèle de violence calculé. Des villages entiers abritant des rebelles étaient détruits, leurs habitants déportés ou exécutés, et les terres restées désertes comme avertissement. La Perse, qui émergea de cette période de conquête et de consolidation, était fondamentalement différente du mosaïque de principautés rivales qui existait avant l'arrivée de Tamerlan. Elle était désormais une province unifiée d'un empire en expansion, aux frontières claires, à l'administration centralisée et à l'économie intégrée servant des objectifs à la fois locaux et impériaux. La culture perse n'était pas éliminée, mais soigneusement façonnée au service des objectifs mongols, créant une synthèse unique mêlant les deux civilisations. Shiraz occupait une place particulière dans le cœur de la civilisation perse, une ville où la poésie s'épanouissait comme des roses dans les jardins fameux entourant ses anciennes murailles.
Réputée dans tout le monde islamique comme la cité des poètes, berceau de vers, touchant les âmes des sultans et califes des côtes andalouses aux montagnes afghanes. Lorsque Tamerlan arriva à ses portes, à la fin de l'an 1388 après Jésus-Christ, il fit face à un dilemme inédit. Comment traiter une ville dont la richesse n'était ni en or ni en argent, mais dans la beauté intangible de sa culture et de ses traditions artistiques? La réputation de Shiraz était parvenue aux oreilles du conquérant mongol, qui, malgré sa brutalité légendaire, éprouvait une véritable admiration pour les arts et le savoir. Contrairement à tant de conquérants voyant la culture comme un obstacle, Tamerlan reconnaissait sa valeur à la fois comme source de légitimité politique et comme ornement à sa propre grandeur. Il avait entendu parler des jardins parfumés de Shiraz, de ses bibliothèques abritant des milliers de manuscrits rares, et surtout de ses poètes dont les vers étaient récités dans les cours royales du monde connu. Le plus célèbre d'entre eux était Hafez, un homme âgé dont les gazelles avaient élevé la langue perse à des sommets de beauté rivalisant avec la musique céleste. Ses œuvres étaient admirées non seulement pour leur élégance linguistique, mais pour leur sagesse profonde, mêlant mysticisme soufi et observation aiguë sur la nature humaine. Lorsque Tamerlan installa son camp aux abords de Shiraz, l'une de ses premières actions fut d'envoyer des messagers à la ville avec une demande inhabituelle. Il souhaitait rencontrer personnellement le grand poète. La rencontre entre le conquérant et le poète devint légendaire, bien que les versions varient selon les conteurs. Selon les chroniqueurs, Hafez fut amené devant Tamerlan dans une tente somptueuse, décorée de tapis et soie, pris dans une douzaine de villes conquises. Le vieil homme, alors âgé de plus de 60 ans, s'avança avec une dignité silencieuse jusqu'à se tenir face à celui dont le nom inspirait la terreur dans tout l'islam. Tamerlan, assis sur un trône portatif d'ivoire et d'or, observa le poète de ses yeux, ayant vu plus de mort et de destruction qu'un homme ne devrait en voir en 1000 vies. Quand il parla enfin, sa voix mêlait curiosité sincère et menace voilée. Il cita un vers célèbre de Hafez où le poète disait offrir Samarcande et Boukhara pour un grain de beauté sur la joue d'une bien-aimée turque. Comment un simple poète osait-il offrir des villes qui ne lui appartenaient pas, surtout celles qui étaient des joyaux de l'empire de Tamerlan? La réponse de Hafez révéla pourquoi il était considéré non seulement comme un maître des mots, mais comme un homme de sagesse exceptionnelle. Avec une révérence respectueuse, mais non servile, il expliqua que c'était précisément à cause de cette générosité imprudente envers ce qu'il ne possédait pas qu'il restait aussi pauvre qu'il l'avait toujours été. Sa pauvreté matérielle prouvait que ses vers exprimaient des sentiments sincères, non des calculs mondains. Un homme prêt à donner des villes pour un grain de beauté ne serait certainement pas assez prudent pour conserver des richesses terrestres. Cette réponse surprit et amusa Tamerlan, qui s'attendait à des supplications ou à de la flatterie vide. Il trouva rafraîchissante l'honnêteté intellectuelle du poète, lui qui avait passé sa vie entouré de généraux et bureaucrates, ne lui disant que ce qu'il pensait vouloir entendre. Le pillage de Shiraz fut minutieusement orchestré pour maximiser le butin culturel, tout en minimisant les destructions inutiles. Contrairement à l'anéantissement d'Ispahan, Tamerlan ordonna à ses soldats de distinguer entre cibles militaires et trésors culturels. Les palais furent dépouillés de leurs richesses, mais les bibliothèques furent préservées. Les marchands durent remettre leurs stocks les plus précieux, mais les artisans furent traités comme des prisonniers précieux destinés à la déportation plutôt qu'à l'exécution. Des centaines d'artisans talentueux de Shiraz furent sélectionnés pour accompagner l'armée mongole, destinée à travailler à la capitale impériale que Tamerlan bâtissait à Samarcande. Poètes, calligraphes, architectes, orfèvres, tisserands de tapis, tous furent catalogués comme butin de guerre aussi précieux que l'or ou les joyaux. Shiraz fut épargné de la destruction physique subie par Ispahan, mais son âme culturelle fut systématiquement extraite pour servir la gloire de l'empire mongol. Avec la Perse fermement sous son contrôle,
Tamerlane tourna les yeux vers Samarcande, ancienne cité de la route de la soie qu'il avait choisie comme capitale de son empire naissant. Ce choix n'était ni sentimental ni fortuit, bien que ce fût sa ville natale. C'était une décision stratégique fondée sur la position géographique unique de la ville, au cœur de l'Asie, croisement des routes reliant Chine, Inde, Perse et Europe, en une trame dorée d'échanges commerciaux et culturels. Lorsque Tamerlan arriva à Samarcande à l'été de l'an 1389 après Jésus-Christ, il apporta non seulement les trésors pillés d'une douzaine de villes perses, mais aussi quelque chose de plus précieux encore, des milliers des artisans et artistes les plus habiles du monde islamique. Architectes d'Ispahan, calligraphes de Shiraz, céramistes de Kashan, tisserands de Kerman, tous avaient été déportés de leur ville natale pour servir la vision grandiose que Tamerlan avait pour sa nouvelle capitale. C'était une politique de transplantation culturelle sans précédent, visant à concentrer le génie artistique d'une civilisation entière en un seul lieu. Le projet de reconstruction de Samarcande dépassait en ambition et en échelle tout ce qu'avaient tenté les conquérants précédents. Tamerlan ne construisait pas simplement une ville, mais un monument vivant à la puissance et à la sophistication de son empire. Chaque bâtiment serait une déclaration de suprématie architecturale. Chaque jardin une preuve que la brutalité militaire pouvait coexister avec le raffinement culturel. Chaque mosquée et école une affirmation que l'islam pouvait prospérer sous patronage mongol. Le projet le plus ambitieux fut la construction du complexe appelé Registan, une place centrale entourée de 3 écoles magnifiques devenant modèle d'architecture islamique pour les siècles à venir. Les architectes perses déportés travaillaient sous la supervision directe de Tamerlan, qui examinait personnellement chaque plan et exigeait des modifications jusqu'à ce que chaque détail réponde à ses exigences. Les façades furent décorées de carreaux bleus et dorés, capturant et reflétant la lumière du soleil du plateau asiatique, créant un spectacle visible à des kilomètres. Mais la contradiction au cœur de la personnalité de Tamerlan était peut-être la plus visible dans ses projets de construction. Le même homme ayant ordonné la tour de crâne d'Ispahan supervisait désormais la création de jardins paradisiaques où l'eau murmurait entre des rosiers parfumant l'air. Il passait des matinées entières à discuter de proportions architecturales avec ses artisans, démontrant une connaissance technique surprenant les professionnels les plus expérimentés. La bibliothèque qu'il établit à Samarcande rivalisait avec celle de Bagdad et de Cordoue. Les manuscrits pillés furent soigneusement catalogués et des scribes travaillaient sans relâche à copier des œuvres importantes. Tamerlan, illettré dans sa jeunesse, avait appris à lire et développer un appétit vorace pour l'histoire, la philosophie et la poésie. Il faisait souvent venir des savants pour lire à ses repas, fasciné par les récits de grands conquérants comme Alexandre ou Gengis Khan. Les jardins de Samarcande devinrent légendaires dans le monde entier. Tamerlan supervisa personnellement l'importation d'arbres rares et de plantes exotiques des territoires conquis, créant un paradis botanique reflétant la diversité géographique de son empire. Des cerisiers du Caucase côtoyaient des grenadiers perses et des mûriers chinois. Des canaux d'irrigation ingénieux assuraient que l'eau des montagnes alimente fontaines et bassins, créant un oasis de verdure dans la steppe aride. La ville fut reconstruite selon des principes d'urbanisme mêlant défense militaire et beauté esthétique. De larges avenues rayonnaient du Régistan, facilitant défilés et évacuations. Les marchés furent organisés par spécialité, aidant contrôle gouvernemental et efficacité commerciale. Bains publics, hôpitaux et écoles furent répartis partout, assurant des services à tous les habitants. Le complexe de palais de Tamerlan était un chef-d'œuvre d'excès architectural, rivalisant avec les palais légendaires des rois perses. Salle du trône aux plafonds dorés et azurés, jardins privés avec animaux exotiques, chambre du trésor abritant les richesses de dizaines de cités conquises. Pourtant, même dans ce luxe, Tamerlan gardait les habitudes d'un guerrier nomade, dormant sur des lits simples et mangeant des repas à peine plus raffinés que la ration militaire.
Le résultat de ces gigantesques projets fut une capitale digne du titre de ville la plus belle du monde. Des voyageurs de Chine à Europe rapportaient des merveilles architecturales semblaient presque invraisemblables. Des diplomates décrivaient des bâtiments rivalisant avec le ciel en beauté. Des marchands ayant vu Constantinople, Le Caire ou Bagdad affirmaient que nulle part ne pouvait égaler Samarcande en impact visuel. En l'an 1390 après Jésus-Christ, Tamerlan atteignait l'apogée de son pouvoir territorial et militaire. La Perse gisait sous son joug, ses richesses affluant vers Samarcande. Ses populations résignées à l'idée que toute résistance était non seulement vaine, mais suicidaire. Les routes commerciales entre Orient et Occident retrouvaient une activité florissante sous protection mongole, générant des tribus finançant à la fois la machine militaire et les projets architecturaux, transformant sa capitale en une des merveilles du monde. Mais Tamerlan n'était pas un homme satisfait de ses conquêtes passées ou de l'administration paisible de territoires soumis. Sa nature était celle d'un conquérant perpétuel, poussé par une ambition croissante avec ses succès. Des cartes étalées sur des tables de chêne dans ses appartements privés montraient non seulement ses terres, mais les vastes régions encore hors de son emprise, l'appelant vers une gloire plus grande. Ses yeux se tournaient désormais vers l'ouest, au-delà des montagnes du Caucase et des plaines d'Anatolie où un nouveau pouvoir émergeait, à la fois menace et opportunité. L'Empire ottoman, sous Bayezid Ier, s'était étendu rapidement dans les Balkans et consolidait son contrôle sur des territoires que Tamerlan considérait comme légitimement mongols. Pire encore, Bayezid revendiquait des titres suggérant des ambitions, pouvant entrer en conflit avec les projets impériaux de Tamerlan. Des rapports d'espions dépeignaient Bayezid comme un dirigeant redoutable. Surnommé Yildirim, l'éclair, pour la rapidité de ses campagnes, il pouvait déplacer des armées sur de vastes distances et frapper avant que ses ennemis ne soient prêts. Ses janissaires étaient parmi les soldats les plus disciplinés, sa cavalerie rivalisant avec les Mongols en habileté et férocité. Ce qui rendait le conflit avec Bayezid fascinant, c'est que tous deux revendiquaient une légitimité mongole. Bayezid tirait sa lignée de tribus mongoles installées en Anatolie après Gengis Khan, tandis que Tamerlan se disait descendant direct de la noblesse mongole, véritable héritier de l'Empire. La collision semblait inévitable, déterminant non seulement des frontières, mais quelle interprétation du legs mongol dominerait l'histoire. Se préparant à ce conflit, Tamerlan rappela des unités expérimentées des garnisons perses et organisa des lignes de ravitaillement pour une grande campagne vers l'ouest. Ces espions furent envoyés en Anatolie pour collecter des renseignements détaillés sur les capacités ottomanes, positions défensives et potentiels alliés. Des diplomates furent envoyés en Europe, sondant des alliances pouvant distraire les Ottomans. Samarcande devint une immense fabrique militaire où forgerons travaillaient jour et nuit à produire armes et engins de siège pour une campagne dépassant même la conquête perse. Des chevaux étaient rassemblés par milliers, des provisions accumulées pour des mois de campagne. Des ingénieurs étudiaient des cartes, planifiant des sièges de villes fortifiées qu'ils n'avaient jamais vues mais devraient capturer. Pourtant, même en accélérant les préparatifs de guerre, Tamerlan n'oubliait pas sa vision à long terme. Le conflit avec Bayezid n'était pas seulement territorial ou personnel, mais visait à imposer définitivement sa version de l'héritage mongol. La victoire ajouterait l'Anatolie à son empire et le positionnerait pour conquérir l'Europe, réalisant le rêve de domination mondiale des Mongols depuis Gengis Khan. Le théâtre était prêt pour un affrontement redessinant l'équilibre de pouvoir entre Asie et Europe, un duel entre deux dirigeants, chacun se proclamant héritier du génie mongol. Dans les salles du palais de Tamerlan, les réunions stratégiques continuaient toute la nuit, préparant ce qu'il espérait être sa plus grande victoire. L'éclair de Bayezid allait rencontrer le cyclone de Tamerlan, et une seule force survivrait pour revendiquer les vastes territoires entre la Chine et la Méditerranée. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, aimez et laissez un commentaire. Ceci est la chaîne Empereur. À la prochaine.